Bonjour. Pardon, bonjour. Bienvenue sur la bonne Morgane. C'est que j'ai cette impulsion de me frotter les mains et je voulais pas que ce soit trop désagréable, donc je me retiens. Je viens juste de recommencer cette vidéo, juste le bonjour, parce qu'en fait, mon premier mouvement, ça a été de claquer des mains et ça devait être très désagréable. Donc voilà. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je reviens pour une lecture de l'Odyssée d'Homère et je ne sais pas encore jusqu'où cela nous mènera, mais voilà, ça c'était intéressant encore. Je me dis vraiment que des choses intéressantes, c'est fascinant. Je commence tout de suite. C'est pas la vidéo qui est pas droite, c'est moi dans ces cas-là. Allez, c'est parti. Le chant 17. Attendez, un instant, excusez-moi. Une envie de bâiller. Voilà. C'est parti. Chant 17. À la ville. De son berceau de brume, à peine était sortie l'aurore aux doigts de rose que le fils du divin Ulysse, Télémaque, après s'être chaussé de ses belles sandales, prenait sa forte lance pour se rendre à la ville et, l'ayant bien en main, disait à son porcher « Vieux frère, écoute-moi, je vais rentrer en ville me montrer à ma mère. Je la connais. Je sais que ses cris lamentables, ses sanglots et ses pleurs ne trouveront de fin qu'après m'avoir revu. Mais toi, voici mes ordres. Pour mendier son pain, amène-nous là-bas notre pauvre étranger. Lui donne qui voudra, ou la croûte ou la tasse. J'ai déjà trop d'ennuis. Je ne puis me charger de tout le genre humain. Si notre autre le prend en mal, tant pis pour lui. J'aime mon franc-parler. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Ne va pas croire, ami, que j'ai si grande envie qu'on me garde séant. Quand on mendie son pain, on trouve son dîner en ville mieux qu'au champ. Me donne qui voudra. Penses-tu que je sois d'âge à rester aux loges pour obéir en tout aux ordres d'un patron? Non, non, tu peux partir. Sitôt qu'un air de feu et les soleils venus m'auront ragaillardi, j'aurai pour m'emmener cet homme. Il a tes ordres, car avec ses haillons terriblement mauvais, la gelée du matin m'aurait vite abattu, et la ville n'est pas, disiez-vous, toute proche. » Il disait. Télémaque avait quitté la loge et, de son pas alerte, il s'en allait, plantant des mots aux prétendants. Au grand corps du logis, quand il fut arrivé, il s'en alla dresser la lance qu'il portait à la haute colonne, puis, entrant dans la salle, franchit le seuil de pierre. Bien avant tous les autres, la nourrice Euryclée, qui couvrait de toison les fauteuils ouvragés, aperçut Télémaque et ses larmes jaillir. Elle vint droit à lui, et les autres servantes du valeureux Ulysse l'entouraient, le fêtaient, couvraient de leurs baisers sa tête et ses épaules. Mais voici Pénélope, la plus sage des femmes, qui sortait de sa chambre. On eût dit Artémis ou l'Aphrodite d'or. Elle prit dans ses bras son enfant et, pleurant, le baisant sur le front et sur ses deux beaux yeux, lui dit ces mots ailés à travers ses sanglots. « Te voilà, Télémaque. Oh, ma douce lumière! Ah, j'ai cru ne jamais te revoir quand j'ai su qu'embarqué en secret, contre ma volonté, tu partais pour Pylos t'informer de ton père. Allons, dis-moi, qu'as-tu rencontré? Qu'as-tu vu? » Posément, Télémaque la regarda et dit « Ne me fais pas pleurer, ne trouble pas mon cœur, mère, puisque sur moi la mort n'est pas tombée. Mais baigne ton visage, mets des habits sans tache et monte à ton étage avec tes chambrières pour faire à tous les dieux le vœu d'une hécatombe, si Zeus prend quelques jours le soin de nous venger. Je vais à l'agora, j'y dois trouver un hôte qu'en rentrant de là-bas je ramenais ici. Mais sur mon ordre, avec mes compagnons divins, il a pris les devants. J'ai dit à Piraeus de l'emmener chez lui et jusqu'à mon retour de le soigner en l'honorant comme un ami. » Il disait, sans qu'un mot s'envola de ses lèvres, Pénélope, baignant son visage, alla mettre des vêtements sans tache et faire à tous les dieux le vœu d'une hécatombe, si Zeus prenait un jour le soin de les venger.
Mais Télémaque était sorti de la grande salle et, reprenant sa lance, emmenait avec lui 2 de ses lévriers. Athéna le paraît d'une grâce céleste. Vers lui, quand il entra, tous les yeux se tournèrent. En groupe, autour de lui, les fougueux prétendants lui faisaient 1000 grâces, mais roulaient la traîtrise au gouffre de leur cœur. Télémaque évita leurs nombreuses cohues et s'en vint prendre place à l'endroit où siégeaient ensemble Halithercès, Antiphos et Mentor, que son père avait eu pour amis dès l'enfance. Comme il l'interrogeait sur toutes les nouvelles, voici que Piréos, à la lance fameuse, approchait. Par la ville, il avait amené son hôte à l'agora. Sans tarder un instant, Télémaque s'en vint accueillir l'étranger. Mais déjà Piréos avait pris la parole. « Télémaque, envoie-nous au plus tôt des servantes pour reprendre chez moi tous les cadeaux que tu reçus de Ménélas. » Posément, Télémaque le regarda et dit « Piréos, attendons, je ne vois pas encore la fin de tout cela. Il se peut qu'au manoir, les fougueux prétendants me tuent en trahison et que mon patrimoine entier soit leur partage. Plutôt qu'à l'un d'entre eux, j'aime mieux t'en laisser à toi la jouissance. Si c'est moi qui leur plante et le meurtre et la mort, nous aurons même joie, moi de les recevoir et toi de me les rendre. » Il dit et prit avec son hôte infortuné le chemin du manoir. Quand ils eurent atteint le grand corps du logis et laissé leurs manteaux aux sièges et fauteuils, ils allèrent au bain dans les cuves polies. Puis, baignés, frottés d'huile par la main des servantes et vêtus de la robe et du manteau de laine au sortir des baignoires, ils prirent siège à table. Vint une chambrière qui, portant une aiguière en or et du plus beau, leur donnait à laver sur un bassin d'argent et dressait devant eux une table polie. Vint la digne intendante. Elle apportait le pain et le mit devant eux, puis leur fit les honneurs de toutes ses réserves, tandis qu'en l'embrasure, en face de son fils, Pénélope, allongée sur son siège, tournait sa quenouille légère. Vers les morceaux de choix préparés et servis, ils tendirent les mains. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, la plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « Télémaque, faut-il que, remontant chez moi, je m'étende dans ce lit qu'emplissent mes sanglots et que trempent mes larmes, depuis le jour qu'Ulysse avec les fils d'Atrée partit vers Ilion? Veux-tu donc me laisser, quand ici vont entrer les fougueux prétendants, sans daigner me parler du retour de ton père? En sais-tu quelque chose ?» Posément, Télémaque la regarda et dit « Non, voici tout au long mer la vérité. Je m'enfus à Pylos où Nestor, le pasteur du peuple, me reçut en sa haute demeure et m'entoura de soins, comme un père accueillant un fils qui rentrerait après 1 an d'absence. C'est un pareil accueil que me fit le vieillard avec ses nobles fils. Du malheureux Ulysse, il ne put rien me dire, n'ayant jamais appris de personne en ce monde qu'il fût vivant ou mort. Mais Nestor, me donnant ses chevaux et son char au panneau bien plaqué, m'envoya chez le fils d'Atrée, chez Ménélas, à la lance fameuse. Et c'est là que j'ai vu Hélène l'Argienne, celle pour qui les gens et d'Argos et de Troie, sous le courroux des dieux, ont subi tant d'épreuves. Le premier mot de Ménélas, le bon crieur, fut pour me demander quel besoin m'amenait en sa Sparte divine. Point par point, je lui dis toute la vérité, et voici quelle fut aussitôt sa réponse. « Misère, c'est au lit du héros de vaillance que voudraient se coucher ces hommes sans vigueur. Quand le lion vaillant a quitté sa tanière, il se peut que la biche y vienne remiser les 2 faons nouveau-nés qui la têtent encore, puis s'en aille brouter par les pentes boisées, les combes verdoyantes. Il rentre se coucher et leur donne à tous 2 un destin sans douceur. C'est un pareil destin et sans plus de douceur qu'ils obtiendraient d'Ulysse, si demain Zeus le Père, Athéna, Apollon, ils pouvaient revenir tels qu'au mur de Lesbos. Nous le vîmes un jour accepter le défi du fils de Philomèle et lutter avec lui et, de son bras robuste, le tomber pour la joie de tous nos Achéens. Qu'il rentre cet Ulysse, parler aux prétendants. Tous auront la vie courte et des noces amères. Je vais répondre à tes prières et demande, sans un mot qui t'égare ou te puisse abuser. Oui, tout ce que j'ai su par un vieux de la mer au parler prophétique, le voici sans omettre et sans changer un mot. Il m'a dit qu'il avait aperçu dans une île Ulysse tout en larmes, quand en un manoir là-bas, la nymphe Calypso
le retient malgré lui et qu'il ne peut rentrer au pays de ses pères, n'ayant ni les vaisseaux à rame, ni les hommes pour voguer sur le dos de la pleine marine. Voilà ce que m'a dit l'Atride Ménélas à la lance fameuse. Ma tâche était remplie, je revins et le vent que les dieux me donnèrent me ramena tout droit à la terre natale. Il dit, et Pénélope en était remuée jusqu'au fond de son cœur. Alors Théoclymène au visage de Dieu, digne épouse du fils de Laërte, d'Ulysse, tu vois que Ménélas ne savait pas grand-chose, mais retiens mon avis, je prédis à coup sûr et ne te cache rien. Que Zeus m'en soit témoin et tous les autres dieux aient à table, ô mon hôte, comme aussi ce foyer de l'éminente Ulysse où me voici rendu. Sache qu'en sa patrie, Ulysse est revenu, qu'il y siège, y circule et, connaissant déjà leur vilaine besogne, prépare un vilain sort à tous les prétendants. Voilà ce qu'est venu me révéler l'augure, ce que je révélais moi-même à Télémaque sur les bancs du vaisseau. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « Ah, puisse s'accomplir ta parole, ô mon hôte. Tu trouveras chez moi une amitié si prompte et des dons si nombreux que chacun, à te voir, vanterait ton bonheur. » Pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, les prétendants, devant la grande salle d'Ulysse, se jouaient à lancer disques et javelots sur la dure esplanade, théâtre coutumier de leur morgue insolente. Vint l'heure du repas. On vit entrer les bêtes que, suivant la coutume, des bergers amenaient des champs de toutes parts, et voici que Médon, leur héros préféré, leur compagnon de table, disait aux prétendants « Si vos cœurs, jeunes gens, ont assez de la joute, rentrons dans le logis et préparez le repas. C'est un plaisir aussi que de dîner à l'heure. » Il dit, et se levant, ils acceptent l'invite. Une fois sur les sièges et sur les fauteuils leurs manteaux, ils abattent de grands moutons, des chèvres grasses, abattent une vache amenée du troupeau, puis des porcs gras à lard et le dîner s'apprête. À la même heure, Ulysse et le divin porcher se préparaient au champ pour venir à la ville. Eumée, le commandeur des porchers, discourait. « Puisque c'est ton envie, mon hôte, de partir aujourd'hui pour la ville, je m'en vais obéir aux ordres de mon maître. Tu sais que volontiers je t'aurais conservé pour garder notre loge. Mais lui, je le respecte, et je craindrais qu'ensuite il ne me querellât. Or, reproches du maître ont toujours peu de charme. Mettons-nous en chemin. Tu vois, le jour s'avance, le soir qui tôt viendra pourrait bien être frais. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Je comprends, je saisis. J'avais prévu l'invite. En route, va devant, mène-moi jusqu'au bout. Mais encore un cadeau. Tu dois bien avoir là un bâton de coupé, il me faut un appui. Vous disiez que la route est plutôt un glissoir. » Il disait, tandis qu'il jetait sur son dos la sordide besace qui n'était que lambeau, pendue à une corde, le porcher lui donnait le bâton demandé. Et le couple partit en laissant la cabane à la garde des chiens et des autres bergers. Le porcher conduisait à la ville son roi, ce mendiant, ce vieillard lamentable. Quel sceptre dans sa main, quel haillon sur sa peau. Ils atteignaient le bas de la côte escarpée. Ils approchaient du bourg et venaient de passer la source maçonnée construite par Ithaque, Nérite et Polyctor, la source aux belles eaux où la ville s'abreuve. Sous les peupliers d'eau qui, d'un cercle complet, enferment la fontaine, ils voyaient du rocher tomber son onde fraîche sous cet autel des nymphes, où chacun, en passant, fait toujours quelque offrande. C'est là que Mélanthéus, le fils de Dolios, les croisa sur la route. Pour le repas des prétendants, il amenait ses chèvres les plus belles. 2 bergers le suivaient. Aussitôt qu'il les vit, il n'eut à leur adresse que paroles d'insultes violentes et grossières. Ulysse en sursauta. « Voilà le roi des gueux qui mène un autre gueux, comme on voit que les dieux assortissent les pères. Misérable porcher, où mènes-tu ce goinfre, l'odieux mendiant, ce fléau des festins? À combien de montant va-t-il monter la garde et s'user les épaules en quémandant, non des femmes ni des chaudrons, mais seulement des croûtes? Ha! Si tu me le donnais pour garder notre étable, balayer le fumier, faire aux chevreaux du verre, avec mon petit lait, il se ferait des cuisses.
Mais il n'a jamais su que mauvaise besogne, il ne daignerait pas se donner à l'ouvrage, il préfère gueuser, quêter de porte en porte, emplir ce ventre, un gouffre. Eh bien, je te préviens et tu verras la chose, qu'il entre seulement chez ton divin Ulysse. De la main des seigneurs, je vois les escabelles lui voler à la tête et lui polir les côtes. Quel coup en notre salle! Et passant, à ces mots, près d'Ulysse, ce fou lui détacha un coup de talon dans la hanche. Ulysse tint le coup sans lâcher le sentier, mais il se demanda si, d'un revers de trique, il n'allait pas l'abattre ou, l'enlevant du sol, l'assommer contre terre. Mais il se résigna et dompta son envie, et ce fut le porcher qui, les yeux dans les yeux, querella Mélanthéus, puis, les mains vers le ciel, cria cette prière. Nymphes de cette source, ô vous, filles de Zeus, si pour vous, quelquefois, Ulysse a fait brûler des cuisses de chevreaux ou d'agneaux, recouvertes d'un large champ de graisse, accordez à nos vœux que le maître revienne, que le ciel nous le rende, il aura bientôt fait de rabattre la morgue et les airs insolents, que tu vas chaque jour promener à la ville en laissant ton troupeau au pire des bergers. Le maître chevrier Mélanthéus répliqua. Ah, misère, que dit ce chien qui sent la rage? Quelques jours, sous les bancs d'un noir vaisseau, j'irai te vendre loin d'Ithaque, et je ferai fortune. Et quant au fils d'Ulysse, ah, si dès aujourd'hui le dieu à l'arc d'argent, Apollon, pouvait donc venir en plein manoir l'abattre ou le livrer au cou des prétendants, aussi vrai que le père a perdu loin de nous la journée du retour. Il dit, et les laissant marcher d'un train plus lent, il s'enfuit à grands pas vers le manoir du maître. Il entra dans la salle. Parmi les prétendants, en face de Rimac, c'était son grand ami, il s'en vint prendre place. Devant lui, les servants mirent sa part des viandes, puis la digne attendante lui présenta le pain. Or, devant le manoir, Ulysse et le divin porcher avaient fait halte. Autour d'eux bourdonnait un bruit de lyre creuse, car Phemios, avant de chanter, préludait. Ulysse prit la main du porcher et lui dit « Mais ce beau manoir, c'est bien celui d'Ulysse. Il est facile à reconnaître entre 100 autres. On le distingue à l'œil. Quelle enceinte à la cour, quel mur et quelle frise. Ce portail à 2 barres, quelle défense. Je ne sais pas d'humain qui puisse le forcer. Là-dedans, j'imagine, un festin est servi à de nombreux convives. Sens-tu l'odeur des graisses? Entends-tu la cithare que les dieux ont donnée pour compagne au festin? Mais toi, porcher Eumée, tu lui dis en réponse. Tu l'as bien reconnu, en ceci comme en tout. Non, tu n'as rien d'un sot. Mais discutons un peu de ce que nous allons faire. Entres-tu le premier dans les corps du logis ou au milieu de ces gens? Je resterai derrière. Aimes-tu mieux rester et que j'aille devant? Alors ne traîne pas. Si l'on te voit dehors, c'est les coups ou la chasse. Décide, je te prie. Le héros d'endurance, Ulysse le divin, lui fit cette réponse. « Je comprends. J'ai saisi. J'avais prévu l'invite. Prends-les devant. C'est moi qui resterai derrière. Qu'importe les volets et les coups. J'y suis fait. Mon cœur est endurant. J'ai déjà tant souffert au combat ou sur mer. S'il me faut un surcroît de peine, qu'il me vienne. Il faut bien obéir à ce ventre odieux qui nous vaut tant de maux. C'est lui qui fait partir et vaisseaux et rameurs pour piller l'ennemi sur la mer inféconde. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, un chien couché leva la tête et les oreilles. C'était Argos, le chien que le vaillant Ulysse achevait d'élever quand il fallut partir vers la Saint-Ilion sans en avoir joui. Avec les jeunes gens, Argos avait vécu, courant le cerf, le lièvre et les chèvres sauvages. Négligé maintenant, en l'absence du maître, il gisait, étendu au-devant du portail, sur le tas de fumier des mulets et des bœufs où les servants d'Ulysse venaient prendre de quoi fumer le grand domaine. C'est là qu'Argos s'était couché, couvert de poux. Il reconnut Ulysse en l'homme qui venait et, remuant la queue, coucha les 2 oreilles. La force lui manqua pour s'approcher du maître. Ulysse l'avait vu. Il détourna la tête en essuyant un pleur et, pour mieux se cacher d'Eumée, qui ne vit rien, il se hâta de dire « Eumée, l'étrange chien couché sur ce fumier, il est de belle race, mais on ne peut plus voir si sa vitesse à court égalait sa beauté. Peut-être n'était-il qu'un de ces chiens de table auxquels les soins des rois ne vont que pour la montre. Mais toi, porcher Eumée, tu lui dis en réponse.
C'est le chien de ce maître qui mourut loin de nous. Si tu pouvais le voir encore actif et beau, tel qu'Ulysse en partant pour Troie nous le laissa. Tu vanterais bientôt sa vitesse et sa force. Au plus profond des bois, dès qu'il voyait les fauves, pas un ne réchappait, pas de meilleur limier. Mais le voilà perclus. Son maître a disparu loin du pays natal, les femmes n'ont plus soin de lui, on le néglige. Sitôt qu'ils ne sont plus sous la poigne du maître, les serviteurs n'ont plus grand zèle à la besogne. Le Zeus à la grande voix prive un homme de la moitié de sa valeur lorsqu'il abat sur lui le joug de l'esclavage. À ces mots, il entra au grand corps du logis et, droit à la grande salle, il s'en fut retrouver les nobles prétendants. Mais Argos n'était plus. Les ombres de la mort avaient couvert ses yeux qui venaient de revoir Ulysse après 20 ans. Bien avant tous les autres, quelqu'un vit le porcher entrer au Mégaron. Et ce fut Télémaque au visage de Dieu qui, d'un signe de tête, aussitôt l'appela. Eumée, cherchant des yeux, vint prendre l'escabelle aux brillantes couleurs, où, d'ordinaire, était assis le grand tranchant, qui taillait et coupait les parts des prétendants attablés dans la salle. Eumée, portant ce siège, alla se mettre à table en face de son maître. Quand il se fut assis, le héros lui servit sa part avec le pain qu'il prit dans la corbeille. Mais voici qu'après lui, Ulysse était entré sous les traits d'un vieillard, d'un triste mendiant. Quel sceptre dans sa main, quel haillon sur sa peau. Restant au seuil poli, il s'assit dans la porte, au seuil en bois de frêne, en appuyant son dos au montant de cyprès que l'artisan, jadis, en maître, avait poli et dressé au cordeau. Télémaque appela le porcher et lui dit « Il avait pris dans la plus belle des corbeilles un gros morceau de pain avec autant de viande que ses 2 mains en coupe en pouvaient contenir. Va porter à notre hôte et dis-lui qu'il s'en vienne quêter de table en table à chaque prétendant, car réserve ne sied aux gens dans la misère. » Il dit et le porcher eut à peine entendu que s'en allant trouver Ulysse, il lui disait ces paroles ailées. « Voici ce que t'envoie Télémaque, ô mon hôte, mais elle t'invite aussi à quêter dans la salle à tous les prétendants, car réserve, dit-il, ne sied aux miséreux. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Zeus le roi, je t'en prie, rends heureux Télémaque entre tous les humains, et que le plein succès comble tous ses désirs. » Il dit et, des 2 mains, prit le pain et la viande qu'à ses pieds il posa sur l'immonde besace, puis se mit à manger cependant que chantait la haie dans la grande salle. Ils finirent ensemble, Ulysse de dîner, la haie de chanter. Les prétendants faisaient vacarme en la grande salle. Athéna vint alors dire au fils de Laërte de mendier les croûtes auprès des prétendants pour connaître les gens de cœur et les impies. Mais aucun ne devait échapper à la mort. Ulysse alors, de gauche à droite, s'en alla près de chaque convive, tendant partout la main, comme si de sa vie il n'eût que mendier. Par pitié l'on donnait. Mais, surpris à sa vue, les prétendants entre eux se demandaient son nom et d'où venait cet homme. Le maître chevrier Mélanthéus leur disait « 2 mots, aux prétendants de la plus noble reine. L'étranger que voilà, je l'ai vu ce matin qui s'en venait ici, conduit par le porcher, mais j'ignore son nom et sa noble origine. » Il dit Antinos fit querelle au porcher. « Porcher, te voilà bien, amenez ça en ville, voyons, nous n'avions pas assez de vagabonds, d'odieux quémandeurs, fléaux de nos festins. Tu n'es pas satisfait encore de l'assemblée qui déjà mange ici les vivres de ton maître. Il te fallait encore inviter celui-là. » Mais toi, porcher Eumée, tu lui dis en réponse. « Ce sont, Antinos, vilains mots pour un noble. Quel hôte s'en va-t-on quérir à l'étranger ? Ceux qui peuvent remplir un service public, devins et médecins et dresseurs de charpente ou chantres aimés du ciel qui charment les oreilles. Voilà ceux que l'on fait venir du bout du monde, mais s'en aller chercher un gueux qui vous dévore.
Mais nous te connaissons. Aucun des prétendants n'est d'humeur plus hargneuse envers les gens d'Ulysse et surtout envers moi. Oh, je m'en soucie peu, tant qu'au manoir survit la sage Pénélope ainsi que Télémaque au visage de Dieu. Posément, Télémaque le regarda et dit « Silence, il ne dit plus un seul mot à cet homme. Tu sais qu'Antinos est toujours querelleur et ses aigres propos excitent tous les autres. » Et pour Antinos, il dit ces mots ailés. « Antinos, je sais que ton cœur n'a pour moi que paternel souci. Tu veux que je renvoie cette hôte de ma salle sans ménager les mots. Ah, que le ciel m'en garde. Non, prends et donne-lui, sans craindre mes reproches. Oui, c'est moi qui t'en prie. Va, ne crains ni ma mère, ni l'un des serviteurs qui sont dans le manoir de ce divin Ulysse. Mais voilà des pensées inconnues à ton cœur. Il te plaît de manger, mais non d'offrir aux autres. » Antinos alors de répondre et de dire « Quel discours, Télémaque! Ah, prêcheur d'agora à la tête emportée! Que chaque prétendant lui donne autant que moi, et pour 3 mois entiers, il videra ses lieux. » Il dit, et sous la table, il prit le tabouret où, pendant le festin, posaient ses pieds brillants. Il le brandit. Ulysse avait déjà reçu les dons de tous les autres, de viandes et de pain. Sa besace était pleine. Il revenait au seuil et s'en allait goûter aux dons des Achéens. Auprès d'Antinos, il était arrivé, il s'adressait à lui. « Donne, ami, tu n'es pas parmi ces Achéens le moins noble, je pense. À ta mine de roi, tu me sembles leur chef. Il faut donc te montrer plus généreux que tous. Un beau morceau de pain, et jusqu'au bout du monde j'irai te célébrant. Il fut un temps aussi où j'avais ma maison, où les hommes vantaient mon heureuse opulence. Que de fois j'ai donné à de pauvres errants, sans demander leur nom, sans voir que leurs besoins. Car j'avais, par milliers, serviteurs et le reste, ce qui fait la vie large et le renom des riches. Mais le fils de Cronos, sa volonté soit faite, Zeus m'a tout enlevé. C'est lui qui, pour me perdre, un jour me fit aller dans l'Égyptos avec mes rouleurs de corsaires. Ah, la route sans fin! Dans le fleuve Égyptos, je mouille mes vaisseaux. Une fois arrivé, j'ordonne à tous mes braves de rester à leur bord pour garder les navires, tandis que j'envoyais des vigies sur les guettes. Mais, cédant à leur fougue et suivant leur envie, les voilà qui se ruent sur les champs merveilleux de ce peuple d'Égypte, les pillant, massacrant les hommes, ramenant les enfants et les femmes. Le cri ne tarde pas d'en venir à la ville. Dès la pointe de l'aube accourue, à la voix, piétons et gens de chars remplissent la campagne de bronze scintillant. Zeus, le joueur de foudre, nous jette la panique, et pas un de mes gens n'a le cœur de tenir en regardant en face. Nous étions, il est vrai, dans un cercle de mort. J'en vois périr beaucoup sous la pointe du bronze. Pour le travail forcé, on emmène le reste. Et moi, je connus Chypre. Un étranger passait et fit cadeau de moi à ce fils d'Iazos, Dmétor, dont la puissance était grande sur Chypre. C'est de là que j'arrive à travers 1000 mots. Antinos alors de répondre et de dire « Pour gâter nos festins, quel dieu nous amena le fléau que voilà? Au large, halte là, ne viens pas à ma table, où tu vas à l'instant retrouver les douceurs de l'Égypte et de Chypre. Quel front! Quelle impudeur! Tu oses mendier, tu fais le tour et viens solliciter chacun. Ah, ils ont la main large avec le bien d'autrui. Ils ne regardent guère et n'ont pas de pitié. Chacun d'eux n'a qu'à prendre. » Ulysse l'avisé s'éloigna, mais lui dit « Misère, ah, tu n'as pas le cœur de ton visage. En ta propre maison, qu'on aille t'implorer, tu ne donneras rien. Rien, pas même le sel. Ô toi qui maintenant, à la table d'autrui, me refuses le pain, quand tu n'as qu'à le prendre à ce tas, devant toi. » Il dit. Antinos redoubla de colère, et le toisant lui dit ces paroles ailées. « Attends, de cette salle, tu ne vas pas sortir en bel état, je pense. Ah, tu viens m'insulter !» Il dit, et saisissant un tabouret, le lance. Tout au haut de l'échine, en pleine épaule droite, Ulysse fut atteint. Mais ferme comme un roc, il resta sans broncher sous le coup, sans maudire, en hochant de la tête et roulant la vengeance au gouffre de son cœur. Il s'en revint au seuil, il s'assit, déposa sa besace remplie et dit au prétendant « 2 mots, au prétendant de la plus noble reine. Voici ce que mon cœur me dicte en ma poitrine.
On peut n'avoir au cœur ni chagrin, ni regret, quand on reçoit des coups en défendant ses biens, ses bœufs, ses blancs moutons. Mais ce qui m'a valu les coups d'Antinos, c'est ce ventre odieux, ce ventre misérable qui nous vaut tant de maux. Si pour le pauvre aussi, il est de par le monde des dieux, des Sérénies, qu'avant son mariage, Antinos arrive au terme de la mort. Antinos, le fils d'Eupythès, répliqua « Va t'asseoir, l'étranger, mange et tiens-toi tranquille, ou cherche un autre gîte. Mais pour ces beaux discours, crains que nos jeunes gens ne te traînent dehors par le pied ou le bras, ils te mettraient à vif. » Il dit, mais le courroux des autres éclatait. On entendit la voix d'un de ces jeunes fats. « Antinos, frappez un pauvre vagabond, insensé, quelle honte, si c'était par hasard quelqu'un des dieux du ciel. Les dieux prennent les traits de lointains étrangers et, sous toutes les formes, s'en vont de ville en ville inspecter les vertus des humains et leurs crimes. » Les prétendants parlaient, l'autre n'en avait cure et le chagrin croissait au cœur de Télémaque avoir frappé son père. Mais sans laisser tomber de ses yeux une larme, il secouait la tête et roulait la vengeance au gouffre de son cœur. Mais lorsque Pénélope, la plus sage des femmes, apprit qu'en la grande salle un hôte était frappé, elle dit à ses femmes « Ah, de son arc d'argent qu'Apollon le lui rend !» Et l'intendante renommée de lui répondre « Si quelque effet suivait nos malédictions, par un de ces gens-là ne reverrait monter l'aurore sur son trône. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit « Tous, avec leur complot, sont odieux, nourrice. Mais cet Antinos a la noirceur des parcs. Dans la grande salle, un pauvre étranger fait la quête de convive en convive, l'indigence l'amène, les autres remplissaient de leurs dons sa besace. Mais c'est un tabouret qu'Antinos lui lance en pleine épaule droite. C'est ainsi qu'en sa chambre assise, Pénélope parlait à ses servantes. Mais le divin Ulysse reprenait son dîner. La reine fit venir le porcher et lui dit « Va donc, divin Eumée, invitez l'étranger, qu'il vienne. Je voudrais converser avec lui, l'interroger. Peut-être a-t-il quelques nouvelles du malheureux Ulysse. Peut-être l'a-t-il vu de ses yeux. Il paraît avoir roulé le monde. Mais toi, porcher Eumée, tu lui dis en réponse « Ah, si nos Achéens, reines, vous laissent taire, ces façons de parler te charmeraient le cœur. Je l'ai gardé 3 jours et 3 nuits dans ma loge, car c'est chez moi qu'il vint en fuyant d'un vaisseau. 3 jours il me parla sans pouvoir achever le récit de ses peines. As-tu vu le public regarder vers la haie, inspiré par les dieux pour la joie des mortels? Tant qu'il chante, on ne veut que l'entendre et toujours. C'est un pareil charmeur qu'il fut en mon manoir. Ulysse est, m'a-t-il dit, son hôte de famille. Il habitait en Crète au pays de Minos. C'est de là qu'il nous vient, roulé de flot en flot, à travers tous les mots. Il jure que d'Ulysse on lui parla non loin d'ici, chez les Thesprotes, que dans ce bon pays notre maître est vivant et qu'il va nous rentrer tout chargé de richesses. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. Va donc et me l'amène. Face à face, je veux qu'en personne il me parle. Assis devant la porte ou restés dans la salle, qu'ils s'amusent, nos gens. Ils ont le cœur léger, leurs biens restent intacts. Chez eux, ils les entassent. Leur pain, leur vin ne sert qu'à quelques serviteurs. Mais chez nous, ils accourent et passent leur journée à nous tuer bœufs et moutons et chèvres grasses, à boire en leur festin nos vins au sombre feu. Et l'on gâche, et c'est fait du meilleur de nos biens. Et pas un homme ici pour remplacer Ulysse et défendre ce toit. S'il revenait, Ulysse, s'il rentrait au pays et retrouvait son fils, ces gens auraient bientôt le paiement de leurs crimes. Sur ces mots, Télémaque éternua si fort que les murs, d'un écho terrible, retentirent. Pénélope, en riant, se tourna vers Eumée et lui dit aussitôt ces paroles ailées. « Allons, va nous chercher cette hôte, qu'on le voie. N'as-tu pas entendu mon fils éternuer à toutes mes paroles? Ah, si c'était la mort promise aux prétendants. Pas un n'évitera le trépas et les parcs. Encore un autre avis, mets le bien en ton cœur. Si je trouve qu'en tout il dit la vérité, je lui donne les habits neufs, robes et manteaux. » Elle dit. Le porcher eut à peine entendu que, rentrant dans la salle et s'approchant d'Ulysse, il dit ces mots ailés. «
Au père l'étranger, la plus sage des femmes, Pénélope s'appelle. Mère de Télémaque, elle vit dans l'angoisse. Mais son cœur aujourd'hui l'engage à s'enquérir du sort de son époux. Si c'est la vérité qu'elle voit en tes dires, elle t'habillera de neuf, robe et manteau, qui te manquent si fort, et mendiant ton pain à travers le pays, tu rempliras ta panse. Te donne qui voudra. Le héros d'endurance, Ulysse, le divin, lui fit cette réponse. Je ne demande mais qu'à dire tout de suite à la fille d'Icare, la sage Pénélope, toute la vérité. Je puis parler de lui, car nous avons passé par les mêmes misères. Mais je crains la cohue et l'humeur de ces gens. Leur audace et leurs crimes vont jusqu'au ciel de fer. À l'instant, tu l'as vu, quel mal avais-je fait en parcourant la salle. Cet homme m'a frappé, blessé cruellement, sans que ni Télémaque intervînt ni personne. C'est pourquoi maintenant, quel que soit son désir, va prier Pénélope d'attendre là-dedans, jusqu'au soleil couché. Alors je répondrai à toutes ses demandes sur son époux et la journée de son retour, pourvu qu'auprès du feu, elle me donne place. Je suis si mal vêtue. Mais tu le sais toi-même, n'es-tu pas le premier chez qui j'ai mendié? Il disait, le porcher eut à peine entendu qu'il revint chez la reine. Quand il parut au seuil, Pénélope lui dit « Mais tu viens sans lui? Que veut ce mendiant qui lui fait si grand peur? Est-ce timidité d'entrer en ce logis? Timide mendiant. Voilà qui ne va guère. Mais toi, porcher Eumée, tu lui dis en réponse. Il parle sagement, ou tout autre en sa place craindrait des prétendants la morgue et les excès. Jusqu'au soleil couché, il te prie de l'attendre. Et pour toi-même, ô reine, ce serait mieux ainsi. Tu pourras seul à seul lui parler et l'entendre. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. Cet hôte n'est pas sot, il a deviné juste. Jamais pareils bandits n'ont au monde tramé plus infâme complot. La reine avait parlé et le divin porcher, n'ayant plus rien à dire, s'en retournait à l'assemblée des prétendants. Il vint à Télémaque et, front penché pour n'être entendu d'aucun autre, il lui dit aussitôt ces paroles ailées. « Ami, je vais rentrer. J'ai là-bas mes cochons et nos biens à garder, ton avoir et le mien. Ici, prends soin de tout, de ton salut d'abord. Songe bien à tes risques, tant d'Achéens t'en veulent. Zeus les anéantisse avant qu'ils ne nous perdent. » Posément, Télémaque le regarda et dit « Tout ira bien, vieux frère, va-t'en, voici le soir. Mais ramène demain quelques belles victimes. Ici, les dieux et moi, nous veillerons à tout. » Il disait, mais Eumée, sur l'escabeau luisant, s'était remis à table. Quand il eut son content de manger et de boire, il se mit en chemin pour rejoindre ses porcs et, la salle quittée, il sortit de l'enceinte, laissant là les convives qui faisaient leur plaisir de la danse et du chant, car déjà la journée se hâtait vers le soir. Bientôt, chacun s'en fut dormir en son logis. Et c'est la fin du chant 17. Pardon, je regarde. Mais oui, ça avance. Doucement, mais ça avance. Est-ce que j'avais envie de chanter, mais j'ai pas la voix. Je n'ai plus de voix. Je ne sais plus chanter. Mais c'était une chanson que j'aimais quand j'étais adolescente l'autre jour, mais je n'étais peut-être pas tellement adolescente. Enfin si, mon adolescence a dû être très longue. Corinne Belléret, je vais essayer. Et je vais peut-être arrêter en plein milieu et abandonner. Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Je vais recommencer. Pardon, j'ai cru que je prenais un petit brin d'herbe, mais en fait c'était une chenille. Et la pauvre, je l'ai lancée, elle a fait un vol plané. Mais j'ai eu peur. Voilà. Enfin, j'ai eu peur. J'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas à avoir ça dans ma main. La pauvre. Bon, après tout, elle est destinée à devenir un papillon. Donc, c'était juste un préambule. Voilà, c'était pour se donner une idée de ce qu'il attendait, peut-être. Pardon. Je
dis des bêtises hein, tout le temps. Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double-dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go and let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue at the sky, sunbird and lonely, sipping tea in the bar by the roadside. Just relax, just relax. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that Afro had you. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange? Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Just more than I could take. Pity for pity's sake. Some nights keep me awake. I thought that I was stronger. When you're gonna realize that you don't even have to try any longer. Do what you want to, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Oh, you're gonna find yourself somewhere, somehow. Pardon, je me suis aperçue que j'avais une chenille aussi dans les cheveux. Et j'ai cru que c'était un morceau de bois au début. Mais bon, c'est pas grave. Les joies de la nature, de la campagne. Voilà. Bon, c'était compliqué cette chanson, mais j'avais la voix déjà un petit peu... Je respire mal. Pourtant, j'ai de l'air. Il faut que je respire mieux. Pardon. Même les oiseaux me trouvent insupportable après. Non. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Là, je vais lire un peu Un amour de Swann. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Bon, alors c'est vrai qu'à la recherche du temps perdu, je savais que je n'allais pas le lire. Je savais que je n'allais pas le lire en 10 jours. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ces livres m'entraînent sur des... qui ne se terminent jamais. Nous verrons bien. En tout cas, merci beaucoup. J'arrête de parler pour rien dire. C'est insupportable, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le propre des gens seuls. Non, c'est pas vrai. En plus. Mais là, je sais pas, j'avais envie de parler sans doute. Ça y est, c'est passé. Ça
ça va aller mieux. Merci beaucoup. Faites attention à vous et à bientôt.